Bienvenue à l'émission Histoire et Mémoire, une émission qui est très attendue par nos auditeurs. Je me présente, donc je m'appelle Damien Chantraine, je suis responsable du musée d'art et d'histoire de Dreux et je suis également chef de service musée et patrimoine. Alors vous allez aujourd'hui entendre une émission sur les fêtes et les cérémonies à Dreux. Une ville que l'on connaît bien, une ville de taille moyenne et qui pourtant a une activité festive depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et c'est cette activité-là qui va nous permettre aujourd'hui d'entrer dans l'histoire locale, mais aussi la grande histoire. Une histoire à laquelle je suis très attaché parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur les décors de fêtes et de cérémonies. Et donc pour ma première exposition au musée de Dreux, il était important d'aborder ce sujet qui est un sujet très peu abordé par les historiens de l'art. En effet, les historiens de l'art français sont un peu à la traîne par rapport aux historiens de l'art italiens dans ce domaine, et notamment parce que peut-être l'Italie était plus attaché à représenter, à étudier ce qui est de l'ordre de l'éphémère, de ce qui ne dure pas, contrairement aux Français qui s'attachent peut-être davantage au pérenne, à l'architecture, à la peinture, à la sculpture comme forme d'expression artistique qui dure dans le temps. Et certains centres de recherche, notamment le centre André Chastel, qui est lié à l'université Paris 4 Sorbonne, se sont attachés dans les années 1990, déjà quand même, à étudier les fêtes qui ont eu lieu à Paris et à Versailles, mais aussi dans quelques villes des provinces françaises, depuis le XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que l'architecture éphémère ? Je viens de vous le dire, c'est une architecture qui dure peu de temps, c'est-à-dire qu'elle est liée à une fête ou une cérémonie. Que peuvent être ces fêtes ou ces cérémonies ? Eh bien, tout simplement l'entrée d'un prince ou d'un roi dans une ville, mais également pour la cérémonie, la pompe funèbre, le mariage, et puis les fêtes populaires aussi, qui sont aussi des fêtes très attendues par les habitants d'une ville, qui se réunissent autour d'un feu de joie ou d'un feu d'artifice. Et nous en reparlerons, vous verrez que les fêtes et les cérémonies, c'est vraiment des moments où, certes, on a l'image, on peut voir des choses qui se déroulent, mais on peut aussi entendre énormément, par exemple des canons qui tirent des boulets et qui retentissent dans les vallées, ou encore des musiques, etc. Donc c'est des fêtes qui sont aussi sonores et qui vont animer par leur dimension visuelle et sonore tout l'espace urbain, plus généralement. Alors, Dreux, en fait, c'est une exposition qui va avoir lieu au musée d'art et d'histoire du 3 mars au 24 septembre, une exposition qui s'organise en 6 sections. La première section, c'est une section qui sera consacrée aux foires et marchés, parce qu'il y a une foire importante à Dreux depuis le Moyen-Âge, c'est la foire Saint-Denis. Et elle existe encore actuellement. Donc, de quelle façon, justement, existe-t-elle actuellement ? Quelles sont les traditions qui persistent ? Comment les Drouais voient-ils cette foire maintenant ? C'est ce que la première section aborde. Après, il y aura une section qui sera dédiée à une grande fête qui a eu lieu au XVIIIe siècle, que tout le monde a oublié à Dreux. C'est la fête de la paix d'Aix-la-Chapelle. La paix d'Aix-la-Chapelle est un événement important qui est signé entre plusieurs pays, notamment la France, l'Espagne et puis tous les autres pays dirigés par les Habsbourg, donc en 1748, qui fait suite à une succession qui s'est très mal passée et finalement qui se termine bien. Et le roi de France, Louis XV, à l'époque, décide qu'il y aura des fêtes dans toutes les villes, et notamment à Dreux. Alors évidemment, dans les grandes villes de France, Paris, Toulouse, Lille, Lyon, etc., il y a des fêtes, mais à Dreux aussi. Nous aborderons peut-être un petit peu cette question aujourd'hui, parce que c'est une fête oubliée et j'aime bien faire revivre les choses qui ont été oubliées. La troisième section, elle est dédiée à un temps qui est dédié là plutôt à la mort, puisqu'il s'agit d'une cérémonie religieuse. En 1842, les funérailles de Ferdinand Philippe d'Orléans
qui meurt le 13 juillet 1842 et auquel on consacre une messe à Notre-Dame de Paris. Et comme il est enterré à Dreux, eh bien, on lui consacre une messe à l'église Saint-Pierre de Dreux et la cérémonie de l'absoute à la chapelle royale, avec des décors. Ce qu'on a complètement oublié maintenant, aujourd'hui, c'est que quand on avait une pompe funèbre, quand on faisait l'enterrement d'un prince ou d'un roi, eh bien, on décorait complètement l'église. Ensuite, nous abordons donc les fêtes civiles, la fête républicaine plus précisément, celle de l'année 1867, qui est consacrée à l'inauguration de la statue de Jean Rotrou, qui se trouve encore non pas dans la version originale parce qu'elle était en bronze et elle a été fondue par les Allemands en 1942 pour fabriquer des armes. Mais donc la statue de Jean Rotrou, donc, qui est en pierre maintenant, qui se trouve place Rotrou. Et puis ensuite, on avance toujours dans le temps. En 1954, on aborde donc les bals parés et costumés avec le bal annuel de l'école d'horlogerie d'Année de Dreux qui fête la Saint-Éloi. On verra de quelle manière, parce que j'aimerais aussi vous en parler aujourd'hui, même si je ne pourrais pas tout aborder. Et enfin, en 1994, la liesse populaire, la renaissance du carnaval des Flambards, qui est un carnaval très ancien, comme beaucoup de carnavals français, qui remonte peut-être même à quelques centaines d'années à Dreux, et dont la Renaissance a engagé une nouvelle manière de considérer cette fête, ce carnaval, que nous pouvons voir encore aujourd'hui, chaque mois de décembre, notamment au Beffroi, avec les élus de Dreux et de l'agglomération qui jettent des boules de coco sur la foule, qui tentent de les rattraper avec des parapluies renversés, et puis nos flambards et nos flambateurs qui sont costumés et qui viennent défiler dans la rue à roulement de tambour. Je vous parlais justement de cet effet sonore, et bien cet effet sonore, on le retrouve encore aujourd'hui dans des carnavals, dans des fêtes actuelles. Voilà. Alors, je vais commencer par la fête d'Aix-la-Chapelle. C'est une fête intéressante parce qu'elle est tout à fait classique de ces fêtes qui se déroulent au XVIIIe siècle et qui s'inscrivent dans une tradition de la fête avec des décorations dites éphémères, c'est-à-dire des architectures qui sont conçues par des architectes et des ouvriers qui utilisent des matériaux tels que le bois, tels que la toile tendue sur châssis, pour réaliser un petit temple, par exemple, qui est détruit 10 jours plus tard. Au XVIIIe siècle, le gouverneur de l'Île-de-France demande au maire de Dreux de bien vouloir fêter la paix d'Aix-la-Chapelle. C'est une demande de Louis XV, je vous l'ai dit. Et alors, j'ai retrouvé dans les archives du Fonds d'histoire locale de Dreux, donc à l'Odyssée, une copie de cette lettre. Je vous la lis pour que vous puissiez comprendre quelle est la commande royale. À Paris, le 14 février 1749. La paix étant conclue, monsieur, entre le roi de la Grande-Bretagne, et la reine d'Hongrie et de Bohême, impératrice, et sa majesté, ayant écrit à Monseigneur les évêques, qui sont dans l'étendue de mes gouvernements, de faire chanter le Te Deum, nous vous mandons d'y assister. Vous donnerez en même temps les ordres nécessaires aux bourgeois et habitants de la ville de Dreux pour faire tirer le canon et allumer le feu de joie en la place ordinaire, et donner les marques de réjouissance publique qui sont d'usage en pareilles occasions. Vous trouverez ci-joint l'ordonnance de la paix, vous la ferez publier et afficher en la manière accoutumée et aux lieux ordinaires de la ville. Je suis, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, et signé le duc de Gesvres. Alors, le duc de Gesvres, à cette époque, c'est le gouverneur de Paris. Il était gouverneur de 1739 à 1757, de son vrai nom, François Joachim Potier de Gesvres. Et l'ordonnance étant donnée par le roi, il faut s'exécuter. On a l'ordre de faire la fête. Et je trouve que c'est une manière de concevoir la fête qui est tout à fait triviale de nos jours. On n'imagine même pas se faire imposer, par exemple, d'avoir des lumignons au pied de sa porte, ou encore d'aller chanter le Te Deum avec d'autres chanteurs, choristes, au sein même de l'édifice qui a précédé la chapelle royale, qui dominait à l'époque la ville de Dreux, dans l'enceinte même du château, l'église collégiale Saint-Étienne.
Et dans le BB1, qui est le registre des délibérations consulaires de la ville de Dreux, on s'aperçoit en effet qu'il y a des condamnations qui sont quand même prévues pour les délinquants, donc correspondant au délit. Je cite par exemple les 50 hommes qui seront choisis pour former les dites 3 compagnies qui en fait vont faire un cortège, vont défiler dans la ville pour exprimer leur joie, seront tenus de se trouver à la porte de leur capitaine à 11 heures du matin, à peine de 6 livres d'amende. 6 livres, c'est beaucoup à l'époque. Ou encore, il sera ordonné des feux de joie ou des illuminations dans toute la ville, devant toutes les portes de chaque bourgeois et habitant, les bourgeois étant ceux qui habitaient le bourg, que l'on sera tenu d'allumer à commencer depuis 8 heures du soir jusqu'à 9, à peine de 3 livres d'amende contre les délinquants. Donc c'est une anecdote plutôt rigolote. Bon, à Dreux, on sent que c'est une ville qui a mis quand même du temps à réagir à cette ordonnance royale, puisque la paix d'Aix-la-Chapelle est signée en mars 1748, que la commande royale pour la fête de Dreux, elle est datée du 14 février 1749, et que la ville de Dreux s'exécute le 2 novembre 1749 seulement. Donc il se passe 10 mois entre la commande et l'exécution. C'est une preuve de la difficulté quand même qui est éprouvée à rassembler probablement les fonds nécessaires. Bon. On chante le Te Deum, je vous l'ai dit, c'est probablement à cette époque le Te Deum de Charpentier, qui est un motet polyphonique en ré majeur, composé pour un groupe de solistes, chœur et accompagnement instrumental, et qui s'était joué pour la première fois en 1699. Donc on est tout à fait, je dirais, dans l'actualité, même encore 50 ans plus tard, et on a toujours le plaisir d'écouter ce Te Deum aujourd'hui. Nous avançons dans le temps et nous allons parler maintenant des cérémonies religieuses. Les cérémonies religieuses les plus pompeuses, je dirais, c'est celles qui fêtent soit le mariage, soit la mort. Et d'ailleurs, n'appelle-t-on pas encore maintenant les enterrements les pompes funèbres, Pompe vient du latin pompa qui veut dire la fête. Donc il s'agit bien d'une fête, même si maintenant nous qualifions cela plutôt de cérémonie. Le 13 juillet 1842, en effet, le fils du roi Louis-Philippe Ier et de la reine Marie-Amélie meurt dans un accident de voiture. Et il est donc fêté à Notre-Dame de Paris, quelque temps après, le 3 août plus précisément, et aussi à Dreux, puisque ses cendres sont transférées à Dreux le 30 juillet. Le 4 août, on assiste à une messe à l'église paroissiale Saint-Pierre, tandis que la cérémonie de l'absoute est célébrée à la chapelle royale, récemment agrandie.
On est donc suite à l'agrandissement de la chapelle royale dans ces années-là. Alors à Notre-Dame de Paris, une décoration avait été confiée à un architecte qui est très célèbre à l'époque et dont on a complètement oublié le nom maintenant. Je vous le donne en entier. Il s'agit de Louis Tullius Joachim Visconti. C'est un architecte dont la famille est d'origine italienne. Il est né en 1791 et il est mort en 1853. Et il faut savoir que 2 ans auparavant, cet architecte était intervenu sur les décorations éphémères qui avaient orné les rues de la capitale, donc Paris, au moment du retour des cendres de Napoléon Ier. Et on lui avait même confié le soin de concevoir les plans du tombeau de l'empereur aux Invalides. Donc c'est un architecte qui est vraiment célèbre en son temps. Et il est probable que, outre les décors qu'on lui a confiés à Notre-Dame de Paris, eh bien la famille d'Orléans lui a aussi confié les décors qui se trouvaient donc de façon éphémère, complètement, pour l'église Saint-Pierre de Dreux et la chapelle royale. Nous conservons les dessins que je peux attribuer donc à cet architecte dans le fond du musée d'art et d'histoire de Dreux. Et vous pourrez les voir pour la première fois dans le cadre de l'exposition. Donc ce sont des dessins, vous voyez, qui ont fait l'objet de recherches, d'une documentation. Aussi, j'ai travaillé avec un chercheur qui s'appelle Grégoire Fanconi et qui a travaillé dans le cadre de sa thèse de doctorat sur la famille d'Orléans, justement, et leur mécénat artistique. Et c'est très intéressant de voir comment, justement, l'histoire de l'art peut avancer. Alors là, on avance un petit peu, justement, et on voit que cet architecte était un architecte qui travaillait sur des œuvres pérennes, donc des architectures qui duraient dans le temps, mais aussi sur des œuvres éphémères, dans le cadre de cet enterrement notamment. Alors qu'est-ce qu'on pouvait voir, justement? Eh bien, une estrade qui était surmontée d'une pyramide, et cette petite pyramide était elle-même surmontée d'une urne, et au-dessus, eh bien, un dais chapeautait le tout. Un dais qui notamment était relié à la verrière pour la chapelle royale et qui était en fait réalisé en moire, probablement doublé d'hermine. Donc on peut imaginer des matériaux, vous voyez, assez précieux et qui montrent aussi le rang du souverain, qui est important. Donc une vraie pompe pour ce roi-là. Il faut savoir quand même que ce type de pompe funèbre, de décor éphémère, avait été introduit par les Italiens vers 1670 en France. Et on avait même créé, à l'époque de Louis XIV, une section à l'atelier des menus plaisirs du roi, donc dans le cabinet du roi, où intervenaient des architectes. Le plus célèbre d'entre eux à l'époque était Jean Ier Beurin. Il avait donc pour mission de concevoir justement ces décors éphémères pour le roi. Donc c'est marrant parce qu'après la Révolution française justement où ces enterrements royaux forcément avaient disparu, eh bien la monarchie de Juillet a rétabli une certaine forme aussi de pompe à la manière de ce qui se faisait sous Louis XIV. Donc il y a une forme là de communication royale à revenir à l'ancien temps, à l'ancien régime, qui permet aussi d'établir son pouvoir et de communiquer ensuite sur cet événement. D'ailleurs c'est très intéressant, vous verrez dans l'exposition des petites assiettes à dessert qui sont ornées des événements de la vie de Ferdinand Philippe d'Orléans, notamment sa chute de voiture, mais aussi même de cette décoration éphémère qui a été érigée au sein de la chapelle royale. Donc vous mangez votre dessert et voilà qu'apparaissait donc la tombe éphémère du prince royal. Alors, c'est un peu surprenant comme ça, mais ça fait partie de ce système de communication qui a d'ailleurs une portée complètement eucharistique, c'est-à-dire que le corps du souverain, là, s'offre complètement dans le moment du repas au tout venant chez l'habitant. Voilà, vous voyez que il y a donc beaucoup de choses à découvrir qui sont passées, qui ont été oubliées. Et parmi aussi les événements qui ont été oubliés, qui ne se font plus actuellement, eh bien, j'aimerais vous parler aussi de l'école d'horlogerie d'Annette et de Dreux, qui chaque année donnait un bal pareil, à la salle des fêtes, aujourd'hui devenue théâtre municipal de Dreux. Et c'est un bal qui était consacré à Saint-Éloi qui était le patron des horlogers. Alors, l'école d'horlogerie d'Annette, elle a été fondée par Alfred Bayard en 1871. Elle se situait à l'origine dans cette commune. Elle est restée là-bas jusqu'en 1925.
à l'époque où le directeur avait changé. Hein, il s'appelait Gabriel Moreau. Et elle a été transférée à Dreux, au 59 de la rue Parisis, où vous pouvez voir encore, hein, d'ailleurs, l'enseigne de l'école. C'est une école qui était aussi réputée à l'époque que les écoles d'horlogerie parisiennes, mais aussi celle de Besançon, celle de Morteau dans le Doubs, et puis celle un petit peu moins connue de Cluse en Haute-Savoie. C'est une école qui est encore maintenant réputée. Hein. Si vous parlez de l'école de l'horlogerie d'Annette et de Dreux, vous comprenez qu'il y avait véritablement là des experts, hein, dans la manière d'horlogerie. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fête. C'est comment ces personnes-là se sont réunies, peut-être pour financer un peu le fonctionnement de l'école, et ont créé aussi un événement original, d'abord parce que on y venait nombreux, et puis où finalement on pouvait côtoyer du beau monde. Il y avait quelques ministres qui venaient à cette fête, à ce bal. Eh bien, ce bal, je vous l'ai dit, qui était annuel, c'est un bal qui a eu une valeur tout à fait particulière en 1954. Je m'y suis intéressé parce qu'il y a un côté un peu burlesque qui confère à l'anecdote, je dirais, mais qui replace bien le bal dans son temps. Et notamment le fait que, suite au dîner, on regardait un spectacle, donc dans la scène du théâtre, qui était mise en scène par les élèves, et notamment, eh bien, on pouvait voir apparaître Saint-Éloi, toujours dans des machines un peu bizarres, voire rocambolesques, du dernier cri. Et là, eh bien, en 1954, Saint-Éloi apparaît dans un ovni, dans une soucoupe volante. Alors c'était drôle, l'intervention d'une soucoupe volante dans la scénographie de théâtre est complètement inédite à cette époque. Moi, qui ai beaucoup vu de décors de théâtre, et qui ai fait des recherches de ce point de vue-là, je peux vous dire que c'est la première fois que j'entends ça. Et donc j'ai cherché un petit peu dans l'Action républicaine, le journal d'alors, qui nous dit eh bien, qu'il y a eu, quelques mois auparavant, des survols de soucoupes volantes au-dessus de Dreux. Et alors on a toute une série d'articles comme ça, des articles titrés de la façon suivante. Annette, chez nous aussi des soucoupes volantes. Donc ça, c'est l'Action républicaine du 6 octobre 1954. Toujours des soucoupes, le 13 octobre 1954. Ni cigare, ni soucoupe volante, le 16 octobre 1954. Et alors là, on entre dans un délire total. À bord des fameuses soucoupes volantes, des hommes vieux de 50 000 ans, l'Action républicaine du 27 octobre 1954. Et enfin, le 3 novembre 1954, qui précède juste le bal parais de l'école d'horlogerie, le cigare volant est construit en France. Vous voyez donc qu'elle est d'actualité, hein, cette scénographie de théâtre. Et finalement, ça nous rappelle aussi l'affaire de Roswell qui a lieu en 1947, hein, c'est-à-dire peu de temps auparavant. Vous voyez, ça vous donne un avant-goût de toutes ces recherches qui ont été faites autour des fêtes et des cérémonies à Dreux, une ville festive encore maintenant, et j'aurais pu vous parler bien évidemment encore plus longuement des flambards, mais peut-être que finalement le mieux c'est de le vivre. Alors à très bientôt pour toutes ces fêtes.